Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations de moins de 20 ans Sénégal 2015. Les Léopards jouent demain au stade Père Raphaël de la Queutule contre les Flammes du Malawi. À ce propos, les staffs des deux équipes nationales ont animé une conférence de presse. Une tempête politique a failli emporter hier le gouverneur Jean-Camille Sendou suite à une motion de défiance qui allait être déposée contre lui à l'Assemblée provinciale du Bandundu. Mais faute de signatures suffisantes, la démarche a avorté. Des chefs d'entreprise françaises seront prochainement en visite de prospection des marchés à Kinshasa après la rencontre d'hier à l'Élysée entre François Hollande et Joseph Kabila. On assiste ainsi au renforcement des liens entre Kinshasa et Paris. Le déplacement du chef de l'État en France n'aura donc pas été vain dans la mesure où ses entretiens avec son homologue François Hollande se sont traduits tout de suite par des retombées en termes de potentiels investissements privés français en République démocratique du Congo. Finit ainsi des suspicions et des malentendus entre le gouvernement français et le gouvernement de Kinshasa. Des relations bilatérales aux rapports multilatéraux. Il se tient depuis hier à Goma la 7e réunion du comité d'appui technique sur l'accord cadre d'Addis Abeba, des assises qui prendront fin demain et auxquelles prendront Mouyej ainsi que tous les autres délégués impliqués dans la recherche de la paix, la stabilité et le développement dans le Grand Lac. Le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO s'est longuement étendu sur la rencontre. Après les 6 autres tenues à Nairobi au Kenya, la 7e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs se tient en RDC, précisément à Goma. Une manière de résoudre le problème à la source. Une conférence sur le sujet de la RDC, sur les problèmes ici, se déroule ici en RDC. On a parfois des conférences au dehors, à Nairobi, à Kampala, à Lusaka, à Sun City, à un autre endroit. Je crois que c'est un symbole fort maintenant qu'on a des conférences ici. La réunion va examiner les progrès accomplis et les engagements pris par les chefs d'État signataires de cet accord cadre. La région a été perturbée par des turbulences, par des mouvements de population, et dans la plupart des cas, la RDC a été le théâtre de ces désordres. Donc s'il y a une partie qui est pressée de voir les choses revenir rapidement à l'ordre, c'est bel et bien la RDC. Voilà pourquoi la rapport nous a préoccupés au plus haut niveau. Le rôle qui joue le comité d'appui technique est très important parce qu'on avait préparé un plan d'action pour les chefs d'État. Les chefs d'État ont adopté ce plan d'action au mois de janvier. Maintenant, on est en train d'évaluer le progrès sur ce plan d'action parce qu'au mois de septembre, avec l'ambassadeur Diarra, on va faire un rapport au chef d'État. C'est ça que vous avez dit, mais vous n'avez pas fait assez de progrès. Il faut faire du progrès dans beaucoup de niveaux. Une réunion qui se tient en présence de représentants des hauts niveaux des 13 pays signataires d'accords cadre d'Addis Abeba, accord censé ramener la paix définitive en RDC et dans la région des Grands Lacs. Je vous parlais du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui participe à la réunion régionale du chef-lieu du Nord Kivu où il a abordé la question des ressortissants de la RDC expulsés de Brazzaville dans le sens de rechercher des voies et solutions de résorber la crise sans toutefois rester inactif dans le cas où la situation connaîtrait une escalade. Richard Mouyej-Manguezman se n'exclut pas de recourir à la réciprocité si nécessaire. Crise entre Kinshasa et Brazzaville. D'abord, Brazzaville durcit le ton. Désormais, les ressortissants de la République démocratique du Congo devront se munir d'un visa pour se rendre au Congo-Brazzaville. C'est ce que les autorités congolaises ont annoncé ce week-end. La réaction, la première de la République démocratique du Congo, ne s'est pas fait attendre. Kinshasa a opté pour la réciprocité. Ce n'est pas une faiblesse. Nous privilégions les dialogues et nous espérons que nous arriverons à des solutions. Le dernier développement est justement celui que vous venez d'évoquer, où on a vu nos compatriotes refoulés
parce qu'ils n'avaient que les laisser passer, ce qui jusque-là était admis. On a exigé les passeports et les visas, mais tout de suite j'ai donné l'instruction à la DGM de faire autant. C'est ce que nous faisons aussi. Mais c'est une politique que nous n'aimons pas beaucoup. Mais c'est vrai, dans la Bible, il est dit, quand vous recevez une gifle à gauche, donnez la joue droite. Mais quand on en reçoit deux, ça devient difficile d'en recevoir une troisième. Mais c'est que nous voulons et que nous puissions nous rencontrer, parce que tout ce qui se passe est contraire aux accords que nous avions conclus lors de la tripartite Angola, RDC, RC. Après l'expulsion hors norme des Congolais par Brazzaville, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo vient aussi de décider de geler les relations commerciales entre Kinshasa et Brazzaville. Désormais, on peut dire que c'est bien parti pour une crise qui ne dit pas son nom entre les deux capitales du monde. En dehors du fait que les assises de la CIRGL ont été largement couvertes par des confrères à la faveur du point de presse de la MONUSCO, notre correspondant à Goma s'est approché lui aussi des participants. Patrick Sialoa donne sa propre version de la 7e réunion du comité d'appui technique pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il a couverte. La tenue de cette 7e session du CAT à Goma est symbolique du fait que le Nord Kivu est l'épicentre de tous les conflits en RDC, a martelé le gouverneur Julien Paluku. À cet effet, je voudrais adresser mes vifs remerciements aux organisateurs de la présente session pour les choix dévolus à la ville de Goma en vue d'abriter ces travaux. Je suis intimement convaincu que ce choix n'est pas un fait du hasard. Il se justifie par le fait que le Nord Kivu qui vous accueille aujourd'hui, ayant été victime d'un cycle de conflits armés, constitue de ce fait les milieux par excellence pour constater le progrès de stabilisation. C'est donc une fierté pour le Nord Kivu d'héberger les délégués des pays signataires de l'accord cadre ainsi que ceux des institutions internationales en vue de réfléchir sur l'état de mise en œuvre de cet accord. Des progrès grâce à l'accord cadre d'Addis Abeba sont palpables sur le terrain, ont reconnu Martin Kobler et Mme Mary Robinson, respectivement patron de la MONUSCO et envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs. Le fait que la 7e session du comité d'appui technique se déroule à Goma est un symbole fort. Nous y sommes forcément tous sensibles. Il est exactement 18 mois après la chute de Goma, les membres du M23 étaient assis là où vous êtes assis. Leur leader haranguait la foule au stade des volcans et l'ombre de la guerre planait sur la Provence. Voilà le progrès déjà accompli. La présence de tous les participants représentant les chefs d'État des 13 pays membres de la sous-région des Grands Lacs sera une occasion pour eux de s'imprégner des problèmes des populations de l'Est de la RDC, a déclaré en son tour le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Mouye-Joumanguez-Mons. Les 13 représentants des chefs d'État devront écouter, interroger le plus large éventail possible des principaux acteurs des groupes susmentionnés au niveau régional et local pour obtenir une version exacte de faits. L'objectif étant de mettre fin à la désinformation et à l'intoxication souvent alimentée par les ennemis de la paix. L'opportunité offerte par cette première rencontre en RDC de la réunion du comité d'appui technique sur l'accord cadre d'Addis Abeba a été saisie par une délégation de délégués de l'initiative des femmes pour la paix dans la région de Grand Lac, présidée par Janet Kabila, de faire un plaidoyer pour la cause des expulsés de Brazzaville auprès de Mary Robinson. La porte-parole de l'initiative, Chantal Malamba, est au micro de Patrick Sialoha. Nous sommes venus rencontrer l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs pour lui faire part d'une situation tragique qui se passe entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Nous sommes venus lui dire les cas de violences sexuelles, des violences, des viols et d'autres violences qui sont malheureusement comptabilisées en grand nombre dans les expulsions des RD congolais qui sont en train de se passer en République du Congo. Et donc nous sommes venus ici pour demander à Madame Robinson de pouvoir faire un plaidoyer afin qu'il puisse y avoir une commission d'enquête au niveau donc, de Brazzaville pour étayer ces cas donc, de violences sexuelles et autres qui arrivent donc à ce niveau-là. Parce que nous sommes dans la région des Grands Lacs, parce que nous sommes la République démocratique du Congo qui connaissons le prix
qui connaissons la souffrance de ces violences, nous ne voulons pas qu'il y en ait une seule qui arrive dans la région sans qu'on ne puisse la dénoncer, sans qu'on ne puisse punir les coupables et sans qu'on ne puisse faire droit à celles et à ceux qui souffrent de ces violences. Nous avons de nombreux cas, parmi les plus de 150 000 personnes qui ont déjà été refoulées de Brazzaville et autres villes congolaises d'en face. Et donc nous voulons que la communauté internationale, la région des Grands Lacs et la sous-région de l'Afrique centrale puissent prendre ces problèmes à bras le corps pour que nous ne connaissions plus ce genre de pratiques dans notre région. Sur place ici à Kinshasa, la journée a été essentiellement diplomatique à l'hôtel du gouvernement où Augustin Matata Ponyo a débattu des réalisations du programme des Nations Unies pour le développement en RDC ainsi que des axes de coopération entre Ankara et Kinshasa au cours des entretiens qu'il a eus avec le fonctionnaire international ainsi qu'avec l'ambassadeur de Turquie. Journée chargée ce mardi pour le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a reçu en audience d'abord le représentant pays du PNUD venu en visite de courtoisie qui en a également profité pour faire part au numéro 1 du gouvernement congolais des initiatives entreprises par le PNUD au profit de la RDC. Je pense qu'il y a pas mal de choses que nous faisons, mais là nous avons surtout parlé d'une initiative qui est programmée pour éventuellement le mois de juin. On souhaiterait aider les autorités provinciales du Maniema à organiser un forum économique qui va permettre de rassembler autour d'une table différents acteurs qui vont réfléchir ensemble sur ce qui peut être fait pour dynamiser économiquement la province. Puis, quelques heures plus tard, Augustin Matata Ponyo a reçu l'ambassadeur de Turquie en RDC qui s'est félicité de l'amélioration des relations bilatérales entre la RDC et son pays. C'est grâce aux pratiques que nous avons bien exercées, par exemple dans le domaine des visas, des procédures bien facilitées entre les deux pays pour les ressortissants de la RDC. Et grâce au commencement des vols directs de Turkish Airlines, Istanbul-Kinshasa, tout cela a bien accéléré les relations économiques entre les deux pays. Signalons que les deux visites entrent dans le cadre des renforcements des relations diplomatiques, cheval de bataille du gouvernement Matata. Les questions du progrès de la RDC ont été aussi évoquées hier dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires par l'entremise de la présentation d'un code de bonne conduite sur la matière par l'initiative privée de lutte contre la corruption. Les initiateurs de texte veulent interpeller tous les acteurs impliqués dans les affaires de tourner le dos au vice qu'est la corruption, condition nécessaire pour que la prospérité s'installe dans le pays. Je voudrais, au nom du groupe de travail de l'initiative du secteur privé pour la lutte contre la corruption que je préside, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence. Cette rencontre s'est penchée sur le code de bonne conduite dans le climat des affaires en République démocratique du Congo. La structure se rassure de la possibilité de travailler en RDC dans un cadre éthique tant pour les entreprises privées qu'internationales. Pensons qu'il est possible de travailler en RDC dans un cadre éthique où la bonne gouvernance est la règle et non l'exception. Cela doit être aussi bien la règle au sein des entreprises privées, aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Nous pensons également que l'implémentation du Code de conduite des affaires en RDC a pour vocation de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en RDC, de participer à l'élimination de la corruption du milieu des affaires en particulier, mais aussi de la vie économique en général. À ce jour, nous avons plus de 25 entreprises qui se sont engagées au Code de conduite et nous restons convaincus que plusieurs autres vont leur emboîter le pas. La rencontre a compté plusieurs personnalités. Parmi elles, l'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, qui fait de l'objet de cette organisation l'une de ses priorités. L'amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements, la création de la prospérité et la lutte contre la pauvreté constituent l'une des priorités du Royaume-Uni et de mon mandat ici.
Le groupe des travaux de l'initiative du secteur privé pour la lutte contre la corruption travaille également en partenariat avec la société civile, le Canada, la Banque mondiale, pour ne citer que cela. Le camp de transit de Maluku, où sont installés des expulsés de Brazzaville, reçoit des visites humanitaires salvatrices et le dernier geste en date a été posé par l'entreprise des télécommunications Vodacom qui est allée remettre aux occupants des cabines téléphoniques, des vivres et autres dons en vue de les aider à faire face aux temps difficiles qu'ils traversent. Relocalisée à Maluku, cette commune périphérique située à 80 km du centre-ville de Kinshasa, les expulsés de Brazzaville continuent de bénéficier de la compassion de leurs compatriotes. Ce mardi, Vodacom Congo a réalisé la promesse qu'elle avait faite au gouvernement congolais. Cette société de télécommunications a posé un acte généreux en faveur des expulsés. Vodacom Congo, en dehors de sa politique commerciale, Vodacom Congo exploite la politique sociale. Et c'est cet aspect qui fait de Vodacom Congo une entreprise généreuse, une entreprise qui partage, une entreprise qui écoute, une entreprise qui vit et qui assiste les vulnérables. Et nous sommes sur les sites pour remettre du sucre, du riz, des haricots, du pain. Et nous avons mis les cabines publiques pendant 2 semaines. Afin que ceux qui sont ici puissent communiquer avec leurs familles. Des expulsés qui veulent tous quitter cet endroit se réjouissent de cette main tendue, mais se plaignent tout de même des mauvaises conditions de vie et du manque d'argent. Je fais 30 ans à Brazzaville, je ne pensais pas qu'une telle situation pouvait m'arriver. Tel que vous me voyez, j'ai tout perdu et tout abandonné. Mes enfants manquent même des vêtements. Nous vivons et dormons difficilement ici. On mange bien, de pain, de sardines et même du riz. Mais nous déplorons l'injustice de certaines personnes qui font la distribution de ces aliments, parce que d'autres personnes n'en bénéficient pas. Bon, on n'a pas de choix, on est obligé de les accepter comme ça. Le numéro 1 de la ville salue ce geste patriotique. Il a également ajouté que cette situation ne devrait pas être une occasion pour créer l'insécurité dans la ville. Que nous cherchons des bateaux qui répondent aux normes pour que nos frères de l'Équateur, qui sont en grand nombre, puissent être évacués. Mais en attendant, la prise en charge, vous l'avez constaté, est totale. De toute façon, le gouvernement de la République et la ville, on s'est organisé de telle manière que toute carence est vite comblée. Je demande également à nos frères qui sont sur le site, aux responsables qui sont sur le site, d'être vigilants. Alors, vigilants. Il ne faudra pas qu'à travers cette opération, qu'il y ait de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Ils sont actuellement plus de 3000 expulsés dans ce site, vivant dans des conditions qui laissent à désirer en pleine capitale. Et pour certains, un petit commerce les aide à mieux vivre. Un reportage de Patricia Panzou. La réalité de la vie démocratique est vécue effectivement au Bandundu si l'on s'en tient à cette tentative avortée du dépôt d'une motion de défiance contre le gouverneur Jean Kamissendu à l'Assemblée provinciale. Le projet a tout simplement été jugé irrecevable faute de signatures suffisantes recueillies. Plus de peur que de mal, la motion de défiance adressée au gouverneur du Bandundu, Jean Kamissendu, par l'honorable Evra, a été jugée irrecevable par le bureau de l'Assemblée provinciale. En toile de fond, le président de cette institution évoque l'insuffisance des nombres de signatures. C'est vrai que la loi dit que pour une motion de défiance contre un membre du gouvernement ou du gouverneur lui-même, il faut 1/10 des signataires. Il faudrait au moins 9 signataires. Ils étaient 14. C'était une bonne chose, la motion devrait être recevable. Donc, le lundi, nous avons constaté qu'il y a eu 14 signatures. Dès qu'on voulait en débattre, il y a 6 retraits. Dans ces conditions,
on tombe à 8, et ce qui n'est pas possible, c'est comme ça, nous avons déclaré irrécevable, parce que la motion n'était pas encore transmise au gouverneur des provinces. Par ailleurs, les us et coutumes parlementaires recommandent le retrait des signatures et non des ajouts, indique le président de l'Assemblée provinciale. La loi en soi ne dit rien. Les us et coutumes parlementaires ont permis que les gens puissent retirer des signatures. Mais l'ajout s'exclut. On ne peut pas ajouter. Donc, lorsque vous déposez, vous supposez que le nombre est suffisant. Vous déposez, vous ne pouvez pas ajouter. Donc, nous nous sommes référés auprès du bureau d'études de Kinshasa. Il n'y a plus de motion de défiance contre le gouverneur de province. Le rendez-vous est donc fixé le vendredi prochain. Jean Kamisendou viendra ainsi répondre à toutes les questions lui adressées par l'honorable Valère Mwemba lors de la question orale avec des... À la CENI, les journées portes ouvertes se poursuivent. Hier, c'était les partis politiques qui étaient conviés à faire le tour des installations de cette structure d'appui à la démocratie. Le vœu de ces différents partis politiques qui ont visité ce mercredi les installations de la CENI est que cette initiative ne s'arrête pas en si bon chemin, mais que cette démarche se traduise aussi pendant le processus électoral pour plus de transparence possible. Nous remercions la CENI d'avoir organisé cette journée porte ouverte. Elle nous a permis, après les longues explications que nous avons reçues, ça nous a permis de comprendre le cycle électoral, de l'enrôlement jusqu'aux élections. Et surtout, les explications que nous ont fournies sur la cartographie nous ont permis, nous aussi, d'expliquer aux électeurs comment vont se dérouler les élections 2016. Et surtout, le serveur central, l'explication que nous avons reçue du serveur central nous a quand même inspiré confiance. Ces derniers affirment que la CENI démontre déjà sa volonté de jouer son rôle d'organe technique devant tout mettre en œuvre pour la crédibilité des scrutins et la vérité des urnes. Ils appellent tous les politiciens à éviter d'obscurcir le processus là où les efforts d'éclaircissement se conjuguent. Honneur, fierté et dignité, c'est le thème de la soirée culturelle Bisso qu'organise Biwan le 8 juin prochain au Grand Hôtel Kinshasa en marge de la journée de l'indépendance et en prélude du lancement de cette campagne. L'initiateur du concept, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, explique ce concept dans cet extrait tiré du plateau spécial Bisso. Le début d'une campagne, c'est le début d'un processus qui a déjà commencé, vous avez dit, depuis 3 ans. Donc nous devons arriver à comprendre ça de cette manière-là. L'explication, depuis le départ, vient du fait d'une prise de conscience. Nous voulons arriver à faire comprendre aux Congolais que le Congo, ce n'est pas une affaire qui appartient à quelqu'un d'autre. Que le Congolais, c'est une affaire à nous. Alors, à un moment donné, lorsque nous suivions les infos, la radio, ou quand vous regardez, les gens décident pour nous. Dans la plupart des cas, c'est toujours le Congo, il ne faut pas, etc. Tout récemment encore, vous avez vu, un ministre des Affaires étrangères d'un pays arrive ici, c'est tout le monde, il a dit, c'est fini, mais c'est là la question. Est-ce que le Congolais arrivera à comprendre que le Congo, c'est d'abord lui? Alors nous nous sommes dit pour la première année, nous aussi. Parce que nous aussi, nous devons. Là, on décidait beaucoup plus pour nous. Alors, nous voulons récupérer un peu pour commencer à parler de nous. Alors, j'aime bien, ces jours-ci, j'ai appris un peu le lingala. On dit bissopéen. Cette intonation veut dire autre chose. Ça ne veut pas dire nous aussi. Non. Ça veut dire bissopé. Donc nous exagérons, quelque chose comme ça. Alors c'est là que nous voulions nous interpeller les gens. Effectivement, nous exagérons à attendre que les gens décident pour nous. Alors nous avons dit, nous aussi, impliquons-nous dans ce qui se passe ici. Nous avons un mot à dire. Nous avons quelque chose à faire dans le Congo. Alors nous avons lancé la campagne, comme vous l'appelez, nous aussi. Et l'année qui a suivi, nous nous sommes dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer à dire nous aussi, alors qu'il s'agit de nous? Alors disons nous. Nous avons dit nous. Mais pour que ça sonne bien, et pour que les gens comprennent que le nous là, ce n'est pas un nous d'ailleurs, alors nous avons voulu l'appeler Bisso.
comme les gens de Lubumbashi diraient, chacun dans sa langue dira le biso, le nous dans sa langue, pour réellement se réapproprier. Voilà, le Congo nous appartient, le Congo c'est nous. Alors, le nous là doit nous engager. Voilà un peu les dernières années qui a fait que aujourd'hui nous parlons maintenant du 8 juin pour le prochain lancement de la campagne qui cette fois-ci nous pensons sera plus civique que théorique. Ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, la page sportive de ce journal s'ouvre par les Léopards qui affrontent demain vendredi au stade Tata Raphaël de la Queutule les Flammes du Malawi dans les cadres des éliminatoires. Retour du premier tour de la CAN Junior Sénégal 2016 en phase aller à Blantyre. La RDC a tenu la dragée haute au Malawi par le score d'un but partout. En prélude de ce match, les deux staffs ont été face à la presse au siège de la FECOFA. Pour rappel, les buteurs à l'aller se nomment Christy Mazinga pour la RDC et Sibou Siwe pour le Malawi. La seule école de football à Kinshasa, Dream Team, encadre les enfants à partir de l'âge de 3 ans et à la Maison de France dans la commune de la Gombe, sous la houlette de 3 coachs qui s'occupent des pupilles et des cadets. L'autre fois en RDC, le football était une affaire de badaud. À ces jours, les parents ont appris à accompagner leurs enfants dans leur rêve le plus noble. Le cadre idéal qu'ils ont choisi est l'école de football Dream Team. Je suis venue accompagner mon fils pour jouer au foot ici parce qu'il s'intéresse beaucoup au foot. Alors je trouvais que c'était une bonne idée de l'inscrire ici pour jouer au foot. Ça n'a rien à voir, il s'intéresse vraiment au foot. La preuve qu'il a même le numéro 7. Donc pour voir qu'il a déjà une personne qu'il admire dans le football. Donc c'est vraiment une chose, vraiment je pense que ça va aussi beaucoup l'aider parce que c'est vraiment une très bonne chose. Bon, je suis venu accompagner mon fils qui s'entraîne ici pour 3 objectifs. Le premier, c'est parce qu'il aime le foot. Le deuxième, parce que c'est pour sa santé, donc il faut faire du sport. Et puis le troisième, le foot, c'est un jeu collectif. Ça lui permet de découvrir les qualités des autres et puis de s'impliquer dans un groupe. Je ne pense pas qu'il y ait des enfants qui refusent d'étudier quand ils viennent au foot. Ça dépend de quel type d'école où ils vont faire le foot. Et ça dépend de quel type d'école ils étudient. Cette idée ingénieuse de Tutu Kintu pousse les enfants à mettre la barre très haute. Bon, j'aime le football parce que c'est un jeu collectif, d'abord de 1. De 2, parce que c'est une de mes grandes passions. Je vais devenir un grand footballeur. Je suis venu pour m'entraîner. Je préfère jouer le foot professionnel. En situation difficile, la FECOFA a intérêt de collaborer avec ce genre de structures pour que demain le monde footballistique RD congolais fasse partie désormais de l'élite. Puisque le football est une discipline sportive noble, une formation adéquate est de mise. Le secrétaire général de la Fédération nationale congolaise de lawn tennis de l'ensemble du comité dirigeant sont décidés de rehausser le niveau du tennis congolais en renouant avec la Fédération internationale de tennis. Un Open dénommé Tournoi Futur sera organisé au mois de décembre prochain dans les sites de Kinshasa et de Lubumbashi. Suivez. La Fédération nationale congolaise de lawn tennis, FENACOLAT, organise un Open de tennis au mois de décembre prochain à Kinshasa et à Lubumbashi. Le secrétaire général de la FENACOLAT explique. Nous allons organiser au mois de décembre de cette année 2 étapes du tournoi futur. C'est pour permettre aux joueurs congolais évoluant au pays d'obtenir des points ITF. Nous avons les infrastructures qu'il faut à Kinshasa et à Lubumbashi, ce qui nous permet d'organiser des grands tournois internationaux. En prélude du dit tournoi, l'expert de la Fédération internationale de tennis, Michel Rissassi, est passé en RDC pour s'enquérir de la situation et de stratégies mises en place pour que le l'événement soit à la hauteur de l'Open international. Son constat a été insatisfait. Un point positif, c'est d'abord la formation des entraîneurs nationaux qui sont brevetés Fédération internationale de tennis. Et pour la première fois, ils avaient tous échoué
sans compter les différents tournois internationaux que nous avons organisés. C'est ce que je retiens de notre mandat au niveau du secrétaire général de la Fédération de la tennis. Ici est de noter que la fédération dirigée par M. Zéphirin Tshibambe est l'une des grandes fédérations de la zone 3 Afrique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.